Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast En eau trouble. Ici Fabien pour Épanescence et aujourd'hui on va parler d'un thème clé de la psychologie puisqu'il s'agit des étiquettes. Et je ne parle pas du Made in France ou du 100% coton de ton t-shirt, tu t'en doutes bien. Aujourd'hui on va parler de ce procédé qui est clé en psychologie et qui a un rôle important dans notre connaissance de nous-mêmes. Tu vas comprendre pourquoi. Juste avant, comme d'habitude, un petit disclaimer pour touristes. Si tu veux vivre ta petite vie tranquille, arrête d'écouter. Vraiment, hein. L'idée de ce podcast, c'est pas de te faire violence, c'est pas d'envoyer bouler tout ton psychisme. Donc, si tu veux pas trop remettre en question ton identité, si t'es pas prêt à explorer le royaume de tes profondeurs, je te prie vraiment d'en rester là. Préserve-toi, on est sur Internet, je te connais pas, je ne te suis pas en accompagnement. Donc attention à ça. Ceci étant dit, parlons de ces fameuses étiquettes. C'est le deuxième enregistrement de ce podcast parce que je vais essayer de faire plus synthétique pour celui-ci. Et je vais commencer simplement par parler de c'est quoi une étiquette, tout bêtement, commencer par définir ce dont on parle. L'étiquetage, en psychologie, on parle du procédé d'étiquetage qui consiste en fait à s'économiser de l'énergie, à faciliter le processus décisionnel et à moins réfléchir. Donc quand on dit de quelqu'un, forcément que, typique, hein, on va en parler, hein, ce gars est un pervers narcissique ou ah non mais moi je suis hypersensible ou mais lui il est de gauche, on fait ça pour se simplifier la réalité et pas penser dans toute la complexité de la vie. On évite les nuances, mais du coup on se coupe d'énormément de, 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 de finesse, on se coupe du réel, on se coupe de la vie elle-même en fait. Donc les procédés d'étiquetage, ça permet de mettre l'individu dans une case et s'économiser la complexité de voir un humain comme mouvant et dynamique, puisque c'est ce qu'il est. Même ton oncle raciste, même ton cousin ceci ou cela, il évolue et tu peux avoir des surprises. Sauf que l'étiquetage, ça nous permet d'avoir un semblant de stabilité dans un monde chaotique et c'est rassurant. Le piège, c'est que l'étiquetage, il influence le comportement. C'est typiquement quelque chose que les manipulateurs, que les gens qui veulent manipuler, alors je fais des raccourcis sémantiques quand je dis les manipulateurs, évidemment, je n'essentialise pas les gens, c'est qu'un comportement, la manipulation, mais tu auras compris que le fait d'utiliser une étiquette telle que «Ah, mais toi, t'es super serviable», eh ben, ça va renforcer le comportement étiqueté, puisque du coup, c'est valorisé socialement. Mais même quand c'est pas valorisé, hein, quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui était dans une situation de stress intense, qui pour une raison ou une autre, il a tué un autre individu. Si on commence à étiqueter cette personne de tueur, on va l'enfermer dans cette sémantique-là et cette personne risque de mettre ça dans son identité. Tu vois le danger du truc? C'est derrière de récidiver, de tuer d'autres personnes et encore et encore et encore parce que ouais parce que je suis tueur, c'est dans mon sang, en fait, c'est dans mon ADN en fait. Donc évidemment là c'est dans l'extrême, mais ça marche dans tout en fait. Ah, mais moi je suis feignant, enfin ça s'applique autant aux autres qu'à soi-même. Ah, mais toi t'es perfectionniste. Et le fait de se foutre une étiquette comme ça, c'est complètement con parce que on sacrifie tout ce qui en nous ou en l'autre ne colle pas à l'étiquette. Puisque tu peux prendre n'importe quel individu sur cette planète, il n'y a personne qui n'est que vegan ou que tueur ou que pervers ou que hypersensible. C'est là où l'étiquette a vraiment une limite énorme et un prix à payer qui est colossal, puisque ça te prive ni plus ni moins que de la vie, que du vivant qui change à chaque instant, qui est impermanent. Donc ça, c'est pour la globalité des étiquettes. Maintenant, je parle aujourd'hui essentiellement des étiquettes psycho, que j'entends à tir-larigot, hein, c'est hypersensible, HP, pervers narcissique ou TDAH. Enfin, c'est un peu ce maelstrom de euh, tout ce chaos des étiquettes. Même s'il y en a plein d'autres, il y a des étiquettes psychopathologiques, hein, on peut aller chercher bipolaire, schizophrène et compagnie. Il y a plein d'étiquettes. Et il y en a qui ont une forme de cohérence et de validité vis-à-vis du réel. Et il y en a où on peut créer de toutes pièces, hein. C'est le langage de Orwell, comment on appelle ça? Je sais même plus. C'est le fait d'inventer des mots pour recouvrir des réalités. Quand on parle de malade asymptomatique, on a créé une réalité.
On pointe quelque chose qui, dans le vivant, euh, un malade asymptomatique, enfin, ça, c'est à se, c'est à rouler les yeux vers vers le haut, comme je dis. C'est absurde à un endroit. Tu as certaines étiquettes qui sont complètement absurdes et d'autres qui pointent plus ou moins le vivant. Bref, l'étiquette n'étant qu'un modèle pour tenter de s'approcher de la réalité sans jamais la toucher. Et c'est ça qui est important de garder en tête. D'autant, d'autant plus quand tu commences à essentialiser quelqu'un. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de parler dans, dans ton rapport à toi. Mais c'est exactement pareil, parce que mon intérieur, mon extérieur, c'est la même chose. Mais quand tu vas étiqueter quelqu'un de HP ou toi-même, ou de pervers narcissique, mais en général, les gens ne se l'appliquent pas à eux-mêmes, hein, le pervers narcissique, c'est toujours l'autre, bizarrement, eh bien, il y a un gros piège. Il y a un gros piège qui est de s'identifier à quelque chose de figé. L'étiquette, par définition, c'est une étiquette mentale. C'est un mot, c'est un terme, avec des critères, avec des tests. Es-tu hypersensible? Fais le test en 33 questions. Es-tu HP? Pareil. Es-tu pervers narcissique? Pareil. Tu as un test comme ça avec des questions ou des critères plus ou moins validés. C'est souvent très flou, ces trucs-là. Et il y a beaucoup, beaucoup à en redire, vraiment. Maintenant, on ne va pas rejeter les étiquettes au premier abord, puisque si on utilise une étiquette, donc c'est pour se simplifier le réel, et c'est pour se rassurer, mais ça peut aussi pointer un élément de la réalité. Bah, si je dis de quelqu'un tu es de type 1, bah, ça peut peut-être donner des indications. Si en tout cas je vois juste, ça a du sens. Pour autant, est-ce que je vais empêcher la personne de fonctionner autrement que cette étiquette-là? C'est tout le vice de toutes les étiquettes, quelles qu'elles soient. Le métier, le nom et le prénom, l'âge, le parti politique, la religion. Enfin, la plupart des êtres humains adorent s'étiqueter et se foutre dans des rôles où ils se coupent de la vie elle-même. Parce que quand je suis dans un rôle, ben, je me prive d'être tout le reste. Et c'est là le piège principal de s'identifier à quelque chose de figé, quel que soit le truc. Donc après, il y a deux modes de fonctionnement crispés par rapport aux étiquettes. Il y a l'acceptation a priori, l'acceptation sans détour, vraiment. C'est ah oui, oui, moi je suis hypersensible et tout, tu comprends pas, personne ne me comprend. On se sert de l'étiquette on s'enferme dedans, vraiment, c'est un énorme oui à l'étiquette et il n'y a rien qui existe en dehors. Du coup, bah, il y a vraiment une identification à l'étiquette qui fait que je ne suis personne en dehors de ça. Donc, c'est-à-dire que si tu oses toucher à mon étiquette d'hypersensible ou de HP, et c'est souvent des étiquettes qui vont un petit peu glorifier l'image de soi. Ça peut être des étiquettes qui ne qui donnent pas une image positive, hein, puisque ça peut être ah non mais moi tu sais moi j'ai un trouble borderline, non non mais moi j'ai été diagnostiqué comme autiste, tu sais. Donc il y a une étiquette comme ça qu'on va brandir pour avoir un traitement particulier, c'est assez classique. Mais après ça peut aussi être une forme de sophistication, de ah, mais moi je suis hypersensible, je suis HP, tu sais, je suis un peu différent. Enfin, ça nourrit quelque part, ça permet de mettre des mots et d'avoir un traitement de faveur, si ça revient un peu au même en fait. Un traitement de faveur particulier au regard du groupe. Enfin, sous-entendu, tu vois comment moi j'ai souffert, mais ça c'est parce que je suis hypersensible, quoi. Donc il y a un énorme, énorme piège là, à cet endroit-là. Donc ça c'est le premier type de comportement pas du tout détendu par rapport à l'étiquette. Et après il y a le rejet spontané, le rejet, le anti-étiquette direct, quoi. Non, 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 moi je veux pas d'étiquette, non, non, non. Et ça peut être typique, et je l'ai souvent entendu vis-à-vis de l'énéagramme. Ah non, non, mais moi je veux pas rentrer dans une case, moi je veux pas ceci, cela. Mais c'est oublier que l'étiquette n'a pas pour rôle que de fermer. L'étiquette, c'est un outil. C'est comme le marteau, c'est un outil. Donc t'en fais ce que tu veux de l'étiquette. Si elle est là pour t'aider à voir quelque chose de toi, si hypersensible ou HP, ça t'aide à mettre le doigt et à comprendre quelque chose de ton fonctionnement. Si TDAH ou n'importe quelle étiquette, ça t'aide à te relier à quelque chose en toi ou en l'autre, bah alors très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Simplement, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière, comme d'habitude. Donc, je peux donner l'exemple avec l'énéagramme, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. Avec l'énéagramme, il y a 9 énéatypes. Il y a 9 types de personnalités, pour rester simple. Et dans ces 9 types de personnalités, ben, tu peux soit l'utiliser
pour ouvrir, pour rester dans le vivant et du coup te relier mieux à toi et au vivant parce que, ah ouais, d'accord, comme je fonctionne comme ça, d'accord, il y a ça en moi et tout, et ça m'oriente plus facilement vers moi, vers le vivant en moi ou vers l'autre. Un exemple que je peux te donner, c'est une personne que j'accompagne en ce moment qui m'a dit à plusieurs reprises à quel point ça l'avait aidé de connaître le type énéagramme de sa fille, qui est de type 4. Et du coup, le fait de connaître les natifs d'une personne, et je peux témoigner de la même chose, le fait de comprendre que telle personne est de tel énéatype, quand ce sont des gens qui sont très éloignés de mon fonctionnement naturel, ça m'aide beaucoup à me relier à ces personnes, à avoir plus d'empathie, de compréhension. Mais ça peut être utilisé à l'opposé, en se disant ah ouais non mais lui de toute façon c'est qu'un type 4, c'est qu'un type 8, c'est qu'un con, moi j'aime pas les XXX. Bon, mais évidemment, mais comme toujours, l'étiquette peut être utilisée pour tout et son contraire. Mais est-ce que c'est utilisé pour ouvrir, pour ramener dans le vivant ou pour fermer et pour rester dans un système protégé, fermé où je ne suis plus ouvert au monde et aux autres? Ça revient qu'à ça au final, et c'est l'énéagramme ou les autres étiquettes sont qu'un prétexte finalement. Mais je trouve ça intéressant de se dire, tiens, l'énéagramme est un modèle qui amène beaucoup de finesse et beaucoup de précision sur le fonctionnement de l'être humain. Et je peux me servir de ça pour me relier à ce qui est vivant chez l'autre. Plutôt que l'enfermer en disant ah non, mais lui, de toute façon, il est un, c'est normal, il réagira toujours comme ça, c'est qu'un con. Ok, c'est pas très intéressant, je trouve. Vous n'avez pas grand-chose de nourrissant là-dedans. Euh, Surtout que derrière, quand tu as l'identification à l'étiquette, que ce soit toi ou l'autre, ben, il y a un effet Pygmalion qui arrive spontanément. C'est cet effet Pygmalion, c'est classique, j'en ai déjà parlé et tu as sûrement vu des études là-dessus. C'est quand le prof, c'est l'expérience psychologique qui a été faite où le prof, il a une classe, je crois qu'il a, enfin, on lui dit voilà, cette classe-là, c'est des cancres, c'est les pires des pires, et cette classe-là, c'est des génies et ils sont au top niveau. Bah, du coup, ça précadre dans la tête du prof que les cancres, bah, ils sont mauvais et qu'ils vont être encore, il va pas y arriver, et que les bons élèves, ça le précadre sur le fait que ce sont des génies, bref. Sauf que c'était l'opposé dans l'expérience psychologique, c'était l'exact opposé, c'est-à-dire que les cancres étaient en réalité des super élèves et réciproquement. Et du coup, bah, Pygmalion, c'est en gros, bah, tel que je te vois, tu vas devenir, ou tel que je me vois, je vais devenir. D'où la pente dangereuse de t'es un tueur, t'es un violeur, t'es un pervers narcissique, t'es un ceci, t'es un cela. Parce que du coup, t'enfermes l'autre dans une étiquette, dans un rôle, et si lui n'est même pas conscient de ça, il va se faire piéger, lui-même également s'enfermer dedans. Donc ça peut être vraiment, vraiment dangereux cette histoire-là. Donc voilà, la réflexion que je voulais te partager dans ce podcast, c'est simplement de dire, quel est ton usage des étiquettes en fait? C'est de vraiment te questionner, est-ce que tu utilises des étiquettes hypersensibles, HP, pervers narcissique ou TDAH, c'est les quatre principales que je vois et que j'entends très souvent. Alors il y a aussi les enfants indigos, les trucs ceci, les êtres de lumière, les machins. De facto, dès que tu te mets dans une étiquette, tu te coupes de tout le reste. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de vivre autre chose. Parce que si tu es hypersensible, ben, ah non mais moi tu comprends, hein, tu t'attaches au truc, tu tires tout un tas de bénéfices de ça, un traitement de faveur, une unicité, nourrir le sentiment de décalage, un côté aussi sophistiqué de non mais moi je suis pas comme les gens normaux là, les gens teubés là, tu vois. Bref, qu'est-ce que ça te permet ces étiquettes? Et tu peux me dire en commentaire, si tu l'oses ou si tu as envie, de me dire quelles sont les étiquettes que tu t'es racontées à ton sujet ou les étiquettes que tu racontes au sujet des autres. Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire que ça pointe rien, ça ne veut pas dire que c'est que du vent. Mais fondamentalement, une étiquette, c'est juste une catégorie mentale qui est là pour se simplifier la réalité. Maintenant, toute étiquette n'est pas bonne à supprimer. Si l'étiquette, si le modèle, il pointe quelque chose de pertinent que son absence ne permet pas de voir, alors ça a du sens d'utiliser le modèle. C'est pour ça que je trouve que l'énéagramme a beaucoup de sens ou d'autres modèles,
Parce que ça permet de pointer. Il y a du signal si tu veux. Il y a des étiquettes, c'est que du bruit, c'est d'un bullshit, c'est pas possible. Euh, mais il y a des étiquettes et des modèles qui ont une forme de pertinence, de précision, qui résonnent vraiment avec beaucoup de monde. Et c'est pas parce que ça résonne avec beaucoup de monde que c'est pertinent, tu me diras, hein, mais ça c'est autre chose. Donc c'est une fois que ça a pointé le truc du réel, bah c'est tout. À la limite, je peux rester avec la réalité, avec la vie, la vraie, de Auchan, quoi. Je peux rester en écoute, je peux rester dans l'interaction avec l'autre, sans me dire toutes les 10 secondes, ah mais il est comme ci, il est comme ça. Et c'est surtout pareil avec toi-même. Parce que finalement, à quoi ça sert de t'étiqueter, de te dire que tu es irrécupérable, que tu es feignant, ou que tu es, j'en sais rien moi, que tu es irrécupérable, que je sais pas d'autres images là, ou que tu es timide, ou que tu n'y arriveras jamais, ou que de toute façon tu n'es pas productif, ou que de toute façon tu es un procrastinateur, il y a ça aussi. Enfin, c'est toutes ces petites étiquettes qu'on se met au quotidien et qui en fait nous privent complètement de la vie et de toutes ces nuances. Donc, pour terminer, je t'inviterai à te questionner sur ton intention dans ces moments-là. Est-ce que tu as une intention d'ouvrir, d'être dans la vie, ou est-ce qu'il y a une intention de fermer, de protéger, de simplifier le réel? C'est pas mieux ou moins bien, effectivement. Il y a juste un mode de fonctionnement qui est plus épanouissant de l'intérieur, mais après, c'est tout à fait OK de dire j'utilise cette étiquette pour me simplifier parce que je n'ai pas envie de réfléchir, parce que voilà, ça m'emmerde. Bah, c'est bon, c'est un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique. Mais au moins, tu n'y crois plus au premier degré. Tu assumes ton étiquetage comme étant ton propre avis, en fait. Et tu ne te raccroches pas derrière une étiquette pour fuir ta responsabilité, parce que c'est souvent ce qu'il y a. C'est la pauvre victime qui s'identifie au rôle de victime et qui projette à l'extérieur tout sur le vilain pervers narcissique qui est un humain comme toi et moi, quoi. Et que, et que, et c'est très facile de pointer l'autre pour ne pas aller voir chez soi ce qui n'est pas réglé, comme d'habitude. On en reparlera, puisque bien évidemment, les zones d'ombre, ce sera au menu de ces podcasts. Je te laisse avec ça et je te souhaite une belle journée. À la prochaine.